La confiance, c'est le fondement de la médecine, le serment que l'on prête. Et pourtant, en 1932, dans une petite clinique de Tuskegee, en Alabama, cette confiance a été, non pas brisée, mais jetée à la poubelle, brûlée vive. Pendant 40 ans, des médecins et des scientifiques du gouvernement américain ont menti, ont trahi, ont laissé des centaines d'hommes mourir lentement, dans l'ombre, emportés par une maladie qu'il aurait pu soigner. Ce n'était pas une erreur, non, c'était une décision, un choix délibéré d'observer la syphilis dévorer des vies, cellule après cellule, pour la seule et unique raison de la science. Bienvenue dans l'expérience de Tuskegee, l'histoire d'un enfer médical qui a fait du corps humain un simple laboratoire et de la dignité une variable négligeable. Vous allez vous demander s'ils ont vraiment fait ça à des gens. La réponse est oui. Et voici comment. L'histoire de cette horreur scientifique commence bien avant 1932. Mais c'est cette année-là que la machine se met en marche. Le lieu Tuskegee, une ville de Alabama, dans le sud, de ségrégationnisme des États-Unis. La cible, une population rurale, pauvre et majoritairement noire, dont beaucoup n'ont pas accès aux soins médicaux de base. L'étude est lancée par le Service de santé publique des États-Unis, PHS, l'équivalent du ministère de la Santé américaine. Le prétexte, on leur promet une prise en charge médicale gratuite pour une vague maladie qu'ils appellent le mauvais sang, bad blood, un terme générique qui englobe plusieurs mots comme l'anémie ou la fatigue. Pour ces hommes qui vivent dans une pauvreté écrasante, c'est une offre inespérée. Ils n'ont aucune raison de se méfier de ces médecins en blouse blanche qui viennent de l'institution la plus respectée du pays. L'objectif scientifique tel qu'il est présenté est de suivre la progression de la syphilis chez les hommes non traités, afin de mieux comprendre l'évolution de la maladie. L'étude n'a pas de groupe témoin sain, ni de groupe de contrôle soigné. La vraie mission est d'observer et rien que d'observer. Pour comprendre comment une telle atrocité a pu se produire, il est indispensable de se rappeler ou encore de se replacer dans le contexte de l'époque. Nous sommes dans le sud profond des États-Unis, à une époque où la ségrégation raciale est la loi. Les Afro-Américains sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Les préjugés raciaux sont omniprésents, y compris dans le monde scientifique, où certains chercheurs de l'époque pensent que les Noirs sont physiologiquement différents et même moins évolués. L'étude de Tuskegee est l'illustration la plus sombre de cette idéologie. Au début, c'était un soulagement, presque une grâce. On m'a dit que j'avais le mauvais sang et l'infirmière, Madame River, a dit que les docteurs allaient nous aider. Pas besoin de payer. Ils nous amenaient en voiture. Ils nous donneraient à manger. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de valoir quelque chose aux yeux de ces hommes en blouse blanche. Je me souviens encore du premier rendez-vous. C'était simple. Ils ont examiné mon sang et c'était pour la science. Comme le dit le docteur, on leur a fait confiance. C'était des docteurs. Les années ont passé. Les visites sont devenues une routine. Mais le mauvais sang ne partait pas. En fait, il s'enfonçait. Les douleurs dans les articulations sont devenues plus fréquentes. Je commençais à avoir fou. On se disait que c'était le mauvais sang et que le traitement prendrait du temps. Puis, ils ont commencé à nous faire des prélèvements. Des prélèvements qui n'avaient rien à voir avec le sang. On les appelait les prélèvements du dos. Je me souviens encore de la première fois. Comme disait un autre, ils m'ont demandé de m'allonger sur le ventre. Et puis, la douleur. Oui, car une aiguille s'est enfoncée dans mon dos, cherchant ma colonne vertébrale. C'était vif, terrible.
Il disait que c'était essentiel pour la science. C'était pour obtenir de la moelle épinière. Mais la trahison, elle, n'était pas dans la douleur, elle était dans le silence. Dans les années 40, on a commencé à entendre parler de cette nouvelle pilule miracle. On l'appelait la pénicilline. Oui, on disait que ça pouvait soigner de la syphilis, cette maladie dont tout le monde parlait et dont j'avais toujours soupçonné qu'elle était notre mauvais sang. Les autres, les amis, allaient à l'hôpital et revenaient guéris. Ils parlaient de cette piqûre qui changeait tout. Alors j'ai posé la question. Je me suis tourné vers l'infirmière River et je lui ai demandé: infirmière, quand est-ce qu'on aura la pénicilline, nous aussi? Et elle m'a regardé, un peu gênée, et elle a dit: ne t'inquiète pas, ton traitement est différent, il est spécial, il faut du temps pour qu'il agisse. J'ai hoché la tête, mais un doute venimeux a commencé à me ranger. Le mauvais sang n'était plus une maladie, c'était une condamnation. L'étude de TUS-TJ a glissé lentement, inexorablement dans le crime. La pénicilline aurait dû être la fin de l'étude. Au lieu de cela, les chercheurs l'ont vue comme une menace à leur travail. La crainte explicitement écrite dans leur rapport était que si les hommes de Tuskegee étaient soignés, l'étude serait gâchée. Ils ont donc fait un choix minutieux. Ils ont sciemment et activement empêché les participants de l'étude de recevoir le traitement salvateur. Quand un homme de l'étude se présentait dans une autre clinique ou dans un autre hôpital, les médecins de Tuskegee envoyaient des lettres pour le dissuader de le soigner. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont même intervenu pour que les participants soient dispensés du service militaire, sous prétexte qu'ils étaient déjà en traitement pour une nouvelle maladie chronique. Le plus troublant est que cette étude a duré 40 ans. De nombreux scientifiques, y compris des figures de renom, ont défendu l'étude comme étant scientifiquement valide et nécessaire, préférant fermer les yeux sur l'éthique pour se concentrer sur les données. Il a fallu attendre le 25 juillet 1972 pour que tout éclate au grand jour, lorsqu'un lanceur d'alerte, Peter Buxton, a révélé l'histoire au grand public. Le scandale est immédiat. Le Sénat américain ouvre les audiences sous la pression médiatique. L'étude est officiellement arrêtée, mais le mal était déjà fait. Sur les 399 hommes initiaux, il ne restait que 74 survivants. L'étude avait duré 40 ans. 28 d'entre eux étaient déjà morts directement de la syphilis, sans de complications liées. C'était un carnage scientifique mené au nom du savoir. Le prix de cette étude est incalculable. Le prix humain est plus lourd. La mort, la souffrance et le traumatisme de centaines d'hommes, de leurs familles et de leurs descendants. Le prix social est une méfiance durable de la communauté afro-américaine envers le système de santé. Une méfiance qui persiste encore aujourd'hui. Mais l'héritage de Tuskegee est aussi un paradoxe, oui. L'une des pires expériences scientifiques de l'histoire a donné naissance aux règles éthiques les plus protectrices pour la recherche médicale. Le scandale a conduit à la création des institutions comme Institutional Review Board, des comités d'examen qui doivent aujourd'hui approuver toute recherche impliquant des êtres humains. L'expérience de Tuskegee nous rappelle que la vraie science n'est pas seulement une question de faits et de chiffres, elle est aussi avant tout une question d'éthique, de compassion et de respect pour la dignité de chaque être humain. Le plus grand danger, ce n'est pas l'ignorance, non, mais la certitude de la connaissance quand elle est totalement déconnectée de la moralité. La prochaine fois que vous entendez parler d'une expérience, rappelez-vous l'histoire de ces hommes et posez-vous toujours cette question, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Jusqu'où irions-nous pour le savoir? Merci de nous avoir suivis. On se verra encore la prochaine fois pour un épisode des expériences interdites. Portez-vous bien.
faites le plein de savoir. N'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.